Iradio Moxé déglul Iradio info jàppal Iradio musique bi déglul Iradio xibaar yi jàppal Iradio Moxé déglul Iradio info jàppal Iradio musique bi déglul Iradio xibaar yi jàppal Iradio ku bëgg na ku bañ dana ñu jox Radio di lañu taamu yaay bégal xol yi radio 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 boo xëy déglul radio info jàppal musique bi déglul radio xibaar yi jàppal radio boo xëyee déglul radio info jàppal radio musique bi déglul radio xibaar yi jàppal radio ku bëgg na Les batailles politiques à l'Assemblée nationale avec les législatives en ligne de mire, l'installation des institutions, l'instabilité des institutions en question. Quelle lecture diplomatique du voyage du président Diomaye en Chine, de la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères en Russie et la visite programmée en décembre d'Emmanuel Macron au Sénégal? Pour parler de toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 8 septembre 2024 Boubacar Diouf, colonel à la retraite intéressé par la géopolitique et la géostratégie, et Ibrahima Gueye, diplômé de Paris 1 Sorbonne en économie et finance, diplômé du Conservatoire des arts et métiers de Paris, ancien cadre administratif et financier à la Sonatel, ancien conseiller technique du ministère de la Femme, consultant en gestion et finance. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 8 septembre 2024. Avant de démarrer cette émission, nous tenons à la dédier à l'un des plus grands intellectuels sénégalais organiques, l'un des Sénégalais qui a beaucoup fait pour ce pays. Il s'appelait Abdou Ndoukour Kachendaou. C'est une personne extraordinaire qui était toujours présente et un intellectuel iconoclaste qui avait ses idées, qui a aussi donné des avis qui sortaient des sentiers battus. C'est pour cela qu'on aime Abdou Ndoukour Kachendaou. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille, à tous ceux qui l'aiment, à tout le Sénégal, pour ce qu'il a fait pour ce pays, pour la Casamance, où il était en train de travailler pour le retour de la paix. À Xavier Diatta, à Ndegen, sa sœur, Ndegen Daou, nous présentons nos condoléances. Et cette émission, nous la dédions à Abdou Ndoukour Kachendaou. Merci Abdou d'avoir été utile pour ton pays. Merci à tous ceux qui suivent l'émission. Nous sommes ensemble. Nous sommes donc dimanche 8 septembre 2024. Nous sommes avec le colonel Babacar Diouf, qui est colonel à la retraite, spécialiste de la géopolitique et géostratégie. Ibrahima Gueye, ancien cadre administratif et financier à la Sonatel, conseiller technique du ministère de la Femme entre 2017 et 2022, conseiller en gestion et finances. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. L'Assemblée nationale doit se réunir encore demain. Les batailles politiques à l'Assemblée nationale avec les législatives en ligne de mire, l'instabilité des institutions en question. Colonel, quelle analyse peut-on faire de la situation politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'associer aux condoléances parce qu'effectivement, c'est un grand monsieur. Et j'ai vu les comptes rendus avec un autre aviateur, Xavier Diatta, qui en a parlé d'une fort belle manière. Cela dit, je pense que on dirait qu'il y a une coïncidence entre la transition du système mondial et la situation au Sénégal, avec leur lot de violence, de difficultés et autres, ce que nous avons déjà connu. Et j'écrivais un papier pour African Security Sector Network, où je disais qu'en fait, nos élections ne seront pas l'épilogue des difficultés que nous traversions. Aujourd'hui, le Sénégal, quand je regarde, je vois trois grandes lignes. Un, il y a beaucoup de gens
quand vous les entendez parler, c'est entre le militantisme et l'opportunisme. D'autres, c'est encore plus grave, et là je ferai appel à un mot de cuistre. Parce que c'est des gens qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et en général, justement, l'ultra-crépidarianisme, c'est justement la réponse qui avait été donnée par un peintre, un artiste à un cordonnier, c'était de dire le cordonnier pas plus haut que la chaussure. S'occuper en tant que cordonnier des courbes d'un mollet, c'est certainement pas la place d'un cordonnier. Donc, et tout ça débouche ou se déduit aussi d'une guérilla politique. En fait, moi, quand je vois les acteurs politiques, j'ai l'impression qu'ils sont en guérilla. Et c'est cette guérilla politique qui va avec beaucoup de difficultés qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour le pays. J'entendais un monsieur dire, mais est-ce que ce ne sont pas nos politiciens qui nous tirent vers le bas? Oui. Pas tous. Pas tous quand même. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Et chacun défendant des intérêts donnés, ça nous a amené à ces histoires de ils n'ont pas fait d'appel à candidature, il faut qu'ils fassent la DPG, etc., etc. J'avoue, moi, que j'ai une position plus nuancée que beaucoup de gens que je lis. C'est quoi votre position? En fait, ma position est la suivante. Quelle est la logique de faire une déclaration de politique générale si, on a prévu dans pas longtemps de dissoudre l'Assemblée nationale, ça c'est un. De deux, faire ça au moment où tu sais que l'opposition t'attend partout au coin de la rue et qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, moi je pense que c'est un risque politique inutile à courir. Moi, je ne l'aurais pas couru. Maintenant, voilà. La situation, Ibrahima, de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Donc, je m'associe à la présentation de condoléances que vous avez faite à la famille de M. Ndao, au cercle des intellectuels du Sénégal pour la perte de ce digne fils, à mon ami Xavier Diatta, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois le tennis. Donc, il sait de quoi je parle. Je lui présente mes condoléances les plus attristées. Donc, je suis d'accord sur un point avec mon colonel, sur le fait que la prise de parole dans ce pays n'est pas vraiment gérée. Et n'importe qui parle de n'importe quoi. Il suffit de lancer en fait un sujet, même sur l'aviation ou des trucs beaucoup plus techniques, et c'est tout le monde qui a son avis à donner. Donc cela, je crois que ça pose plus de problèmes que cela ne résout. Mais un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, c'est suite à la dissolution de l'Assemblée nationale liée à la déclaration de politique générale. Vous savez, il y a des principes sur lesquels marche un pays, marche une démocratie et marche l'économie dans son ensemble. Et je crois que le budget obéit à des règles bien précises et que le budget est en fait l'autorisation des dépenses et des recettes qui sont faites à un gouvernement, donc à l'exécutif, durant une année. C'est quelque chose d'indispensable. C'est un chemin par lequel il faut passer. Quel que soit difficile que soit le chemin, mais c'est un chemin où il est obligatoire de passer. Et je ne vois pas, c'est peut-être ma déformation de financier qui le fait, et de spécialiser des finances publiques, un pays fonctionner sans un budget.
Et un budget, c'est juste, en fait, la déclinaison annuelle des dépenses et des recettes. Je l'ai dit tantôt. Et on ne peut pas faire une déclinaison des dépenses et des recettes sur une année. Donc, donner des moyens de fonctionner à l'exécutif si on ne connaît pas les orientations dans lesquelles ce gouvernement va aller. Moi, je demande à ce que l'on modifie s'il est possible de faire cela. Or, pour voter un budget, il y a des préalables. Il y a le droit budgétaire qui est là. Et les directives de l'UEMOA sont claires. Et le Sénégal est membre de l'UEMOA. Il est obligé d'appliquer les directives de l'UEMOA. Pour faire le budget, il faut une déclaration de politique générale. C'est impératif pour dire voilà les orientations que le gouvernement prend. Voilà les programmes que nous, surtout que depuis 2 ou 3 ans, c'est des budgets programmes qui sont votés, qui résultent d'une directive de l'UEMOA. Donc ça veut dire que du budget programme, c'est un programme, c'est un ensemble d'activités ou une activité qui sont dédiées à une politique ou à des politiques publiques. Donc je ne vois pas faire la dissociation si ce n'est de parler de politique. Et moi, je veux vraiment me situer sur un terrain apolitique et dire de manière technique, voilà ce qui est possible de faire. Et après la déclaration de politique générale, il y a le débat d'orientation budgétaire qui est aussi un impératif qui dit voilà les sommes que l'on veut dégager par enveloppe liée à ces politiques publiques, voilà comment on va les réaliser, les recettes. Ça, c'est aussi un impératif. Et il faut, avant que cela, c'est le ministre des Finances qui le fait, et la déclaration de politique générale, c'est le Premier ministre qui le fait, et qui est consacré par un article de la Constitution qui dit que après sa nomination, le Premier ministre fait, on ne dit pas doit faire ou peut faire, fait, c'est un impératif, sa déclaration de politique générale. Donc c'est un impératif. Et or, cela, c'est quelque chose qui en fait, c'est un instrument qui nous permet, en fait, c'est un cadre de dialogue qui permet aux partenaires techniques et financiers et aux investisseurs étrangers, parce que l'investissement direct étranger est quelque chose de très important dans le développement d'un pays, surtout des nôtres où en fait les ressources sont rares. Vous disiez tantôt que vous avez l'impression que ce qui se passe au Sénégal est la répercussion de ce qui se passe à travers le monde. Est-ce que par analogie on peut dire que ce que nous vivons au Sénégal aujourd'hui, c'est ce qui est en train de vivre la France depuis quelque temps, même si comparaison n'est pas raison? Oui, un tout petit peu, mais j'aimerais d'abord préciser une chose. Quand je dis je ne l'aurais pas fait, je pars du réel. On a renvoyé ici, il y avait une réunion qui était prévue à un moment pour le budget, qui n'a pas été fait. C'est le débat d'orientation budgétaire. Le droit dit il doit faire. C'est impératif, vous avez raison. Mais il ne disait pas dans quel délai. Ça donne une marge. Et ça pousse les gens qui sont concernés à prendre leurs précautions en fonction du contexte. Et donc, je pense que la pratique politique doit tenir compte d'un contexte qui, au Sénégal, entre quand même, on peut dire 2021 à 2024, le moins qu'on puisse dire que c'était agité. Oui. Et il y a des problèmes qui sont posés et qui peuvent expliquer certaines réactions. Je ne suis pas spécialiste de l'économie, loin s'en faut, encore moins du droit. J'en connais juste des éléments. Mais il faut voir dans quoi le Sénégal se trouve. Il y a
un grand problème qui est peut-être l'application de certains principes de droit, où qu'on résume en 3 points: les acquisitions, les transactions, leur légitimation d'abord, et ensuite les rectifications. Ça veut dire que à un moment, chaque fois que nous changeons de président, normalement, c'est l'occasion de faire l'état des lieux. Et cette occasion de faire l'état des lieux, ça adresse en fait ces 3 points que je viens d'aborder. Maintenant, ça crée des tiraillements. Je ne me souviens pas d'un président qui va se jeter dans la gueule du loup dans un certain contexte. Moi, je ne suis pas politique, moi. Moi, je n'appartiens à aucun parti. Mais colonel, est-ce que ces tiraillements, dans la classe politique sénégalaise, de façon globale, opposition au pouvoir, n'est pas là pour cacher les urgences auxquelles sont confrontés aux Sénégalais? Mais justement, mais là aussi, c'est là où je parle de diversion. En réalité, le climat politique est un climat de diversion, là où le Sénégal a des urgences. Le Sénégal a des problèmes, c'est-à-dire il y a des réparations à faire au sein même de la société. Vous vous souvenez, j'étais ici un jour avec le professeur, comment il s'appelle encore, c'est lui qui parlait de ndep collectif. Oui. C'est Serigne Mor Mbaye. Serigne Mor Mbaye. Et une société, justement, malade, quand le monde traverse un contexte compliqué de transition d'un système à un autre, d'un ordre à un autre, mais votre première faiblesse est en votre sein. C'est-à-dire que quand on se dispute un État, on l'attaque pour le mettre de son côté en profitant de ces lignes de clivage. Et les lignes de clivage, le Sénégal en a plein. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe, vous vous rendez compte que nous sommes devenus, nous, Africains, un champ de bataille. Et la raison, elle date de longtemps. Si je cite Mackinder, c'est lui qui disait il y a le heartland septentrional, la Russie et ses alentours, donc l'Eurasie, chacun cherche l'Eurasie, mais il avait dit attention, il y a dans Democratic Ideals, il a dit il y a un deuxième heartland qui est l'Afrique subsaharienne. Et donc, quand vous voyez la manière dont les grandes puissances se déploient dans notre région, quand vous voyez certaines déstabilisations qui peuvent venir même d'ONG, qui peuvent venir de think tank, qui peuvent venir de beaucoup de choses. Il y a un monsieur qui parle de... Est-ce que sur ce point bien précis, nos autorités ou bien la classe politique sénégalaise perd de vue cette situation? C'est l'impression qu'elle donne, de perdre de vue qu'il y a plus à sauver que s'occuper de querelles de clocher. Et cette question bien précise, où les querelles de clocher, comme il a dit, de la classe politique sénégalaise depuis pratiquement 1960 jusqu'à présent, on se demande quand est-ce qu'on va s'occuper du Sénégal. Voilà. Je rebondis sur le dernier point dont il a parlé. Je suis d'accord avec lui qu'il faut s'occuper plus des problèmes des Sénégalais que de créer des querelles de clocher. Je suis d'accord. Mais avant d'en venir, je voudrais dire que la Constitution qui demande au Premier ministre, après sa nomination, de faire sa déclaration de politique générale, même s'il ne dit pas dans quel délai, parce que la Constitution n'a pas vocation à aller dans les détails des choses. Même pour une loi, il faut un décret d'application. Donc pour dire dans les détails, voilà comment il faut procéder. Et cela, comment il faut procéder en la matière, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit. Peut-être qu'on y viendra par les problèmes qui ont été posés tantôt.
temps ici et là. Mais je veux dire, la Constitution, s'il consacre en fait que le Premier ministre doit, c'est parce que c'est quelque chose de nécessaire au bon fonctionnement des institutions que sont l'exécutif et l'exécutif qui a en charge la marche du pays. Mais si Si l'exécutif n'a pas de budget, comment il va fonctionner? Justement, la question que je pose aujourd'hui, s'il n'y a pas de déclaration de politique générale et que l'Assemblée est dissoute, on va vers quelle situation? Je vais y venir. Quelle est la situation dans laquelle on va se trouver? Voilà, je vais y venir. Mais je veux juste régler le problème de cette espèce de vide juridique dont j'entends parler souvent. Mais en matière de droit, quand il y a un vide, on se rapporte aux usages. Comment les choses sont faites quand une pareille situation se passe par le passé? Les usages, c'est que tout Premier ministre qui est nommé, dans les 3 mois qui suivent sa nomination, fait sa déclaration de politique générale. C'est ça les usages. Si on se fie à cela, ça veut dire que 3 mois après, le Premier ministre peut aller faire sa déclaration de politique générale. Et je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent que, en fait, l'Assemblée nationale ne lui est pas favorable. Je vais rappeler 2 faits historiques. Abdoulaye Wade, en 2000, a trouvé une Assemblée nationale beaucoup plus hostile parce que c'est les gens qui ont été défaits qui avaient plus de 80%, je dis 80%, je ne dis pas 2 députés ou 3 députés de plus, 80% de l'Assemblée nationale. Abdoulaye Wade, un bon négociateur, s'est rapproché des gens des députés de cette législature, a discuté avec eux, a fait passer les réformes en fait, les lois qu'ils voulaient, et les gens l'ont fait passer. Parce que il faut se mettre dans la tête que c'est des Sénégalais qui sont là-bas et qu'il n'y a aucun Sénégalais qui a le privilège du patriotisme. Ça, il faut que les gens se l'enlèvent de la tête. Personne n'est plus patriote que moi. Et je n'ai pas besoin d'indiquer quelle en fait chapelle politique peut-être que je supporte. Personne n'a plus de patriotisme que moi. Mais je veux dire, dans la situation où il n'y aura pas de DPG et qu'il y aura dissolution de l'Assemblée nationale, quelle est la situation dans laquelle on pourrait se retrouver? Le président de la République, comme le lui donne la Constitution, a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais, une fois l'Assemblée nationale dissoute, mais il est confronté au droit budgétaire qui est là, sur lequel il n'a aucune emprise. Comment il va gouverner? Comment il va... Justement, c'est cela. Comment il va gouverner? Parce qu'il n'a pas de budget. Et je crois que si l'Assemblée nationale est dissoute, il va y avoir un certain nombre de principes qui vont être transgressés parce qu'il y a eu les eurobonds qui ont été dont l'État a bénéficié, a acquis. Mais ces eurobonds-là, c'est des recettes, c'est des ressources, excusez-moi du terme, parce que les mots ont leur sens. C'est des ressources qu'il faut intégrer dans la loi de finances. Il faut procéder à une loi de finances rectificative et qui le fait. Au mois de décembre, il faut faire la loi de règlement. Avant de faire la loi de règlement, il faut intégrer dans le budget en cours toutes les transactions qui ont eu lieu et qui n'ont pas été votées dans la loi de finances initiale. Et ça, il faut faire une loi de finances rectificative. Ça, c'est un problème. Le second problème, c'est que le président de la République n'a pas de budget. Quand je parle président de la République, je parle de l'État du Sénégal. N'a pas de budget. Comment on va faire pour fonctionner? Donc, ce qui lui est permis par l'article 87, 87, c'est lié en fait à la déclaration de politique générale. Mais 67, je crois, je cite de nom, en fait, je cite de mémoire, il peut reconduire les services votés. Mais l'article 41
d'une des directives de l'UEMOA dit que les services votés sont en fait les besoins que l'État définit pour fonctionner au minimum. Donc ça veut dire que même le budget de l'année dernière, il ne peut pas le reconduire entièrement. Comme aux États-Unis, où il y a des fois on assiste à des shutdowns, comme on dit. Voilà, il ne peut pas le reconduire entièrement. Donc il aura des problèmes pour ne serait-ce que faire passer les réformes. Ce que je veux, c'est que, et je crois que le président de la République, son Excellence Diomaye Faye, que je vois très équilibré, je crois qu'il mettra les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts partisans. En quoi faisant? En évitant, parce que moi je dis que supprimer cette Assemblée nationale actuellement, c'est aller vers une catastrophe. Parce que on n'a pas le temps d'ici décembre d'organiser dans des élections qui vont être conformes à la loi électorale. À moins de discuter avec en fait les acteurs politiques. Autant discuter tout de suite avec les députés et faire de sorte que le budget soit voté avant décembre. Mais quelle est cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de DPG, il y a la dissolution de l'Assemblée nationale. Quel cas de figure peut-on s'attendre? Écoutez, moi, comme je dis, je ne suis pas un spécialiste de ces domaines. Oui, mais oui. Je pense que rien qu'en l'écoutant, il montre des voies. Parce que même les élections, on avait bien dit que les dernières présidentielles, qu'on n'avait pas le temps, parce que les délais, il fallait les respecter. Mais il faut voter le budget dans les élections. Oui, non, c'est la même chose. Il faut un budget pour les élections. Il y a des manières, des voies et moyens pour organiser tout ça, mettre en musique en ayant en tête certaines limites qu'on ne peut pas couper. Mais je pense que j'ai compris ce qu'il veut dire. Ma position n'a pas changé parce que je pense qu'on peut toujours régler un certain nombre de choses sans rentrer dans le mur. Et donc, je l'ai écouté, oui, je respecte il faut du dialogue alors. Sa prise de position. Mais le dialogue, il est toujours nécessaire. Mais encore faut-il que les gens affichent la bonne volonté. Et dans ça, là, je ne vois pas de convergence politique. Et la dernière sur le HCCT, CESE, etc., vous montre que nous sommes dans cette guérilla où on se rend coup pour coup, on hésite devant rien. C'est-à-dire l'intérêt suprême de la nation. Moi, j'ai l'impression qu'il est perdu de vue pour des besoins tactiques. On oublie juste une chose. Parfois, certaines aventures peuvent être des victoires tactiques, mais des défaites stratégiques. Et celui qui paye la note, c'est pas toi, c'est pas moi. À terme, c'est toujours l'État. Et donc finalement, pas toi, moi, mais nous tous. Mais bon, je pense que nous pouvons nous mettre d'accord pour ne pas être d'accord sur certaines positions. Ouais. Mais au moins les positions sont données, chacun en tirera ce qu'il peut. Le deuxième point de notre débat, c'est quelle lecture diplomatique peut-on faire du voyage du président Diomaye en Chine, de la ministre d'intégration africaine et des Affaires étrangères en Russie, et les visites programmées en décembre d'Emmanuel Macron au Sénégal? Mais je veux juste... Il faut qu'on évolue un peu. Voilà, on évolue sur la question. 2 secondes. Sinon, on ne va pas terminer. 2 secondes. C'est pour quand je disais que le président Diomaye, parce que, comme on dit en Wolof, excusez-moi du terme, on est dans une émission en français. Borom tchak, du xex ak borom batu nen. Ça veut dire que l'essentiel de ce qui doit se faire incombe à l'État du Sénégal. Je prends position pour personne. Ouais. Je veux dire que c'est lui qui a intérêt à avoir un climat social apaisé. C'est lui qui a intérêt à négocier, faire de sorte que les... Parce que même si les élections, on doit les tenir, on va négocier. Ouais. Pourquoi ne pas négocier déjà? Mais il était en Chine. Son voyage en Chine, comment on l'analyse? En Chine, je crois que, donc, peut-être là, je vais plus écouter mon colonel qu'autre chose, parce qu'il s'agit de stratégie et autres, mais il y a quand même des soubassements économiques et sociaux. Ça veut dire que quelque part, cette conférence-là
entre la Chine et l'Afrique, FOCA. la FOCA, c'est depuis 2022. Donc ça veut dire qu'il y a des axes qui ont été dégagés pour dire que c'est asseoir une coopération entre la Chine et l'Afrique. Bon, je ne dirais pas à l'image de la France-Afrique. Bon, on sait que la France-Afrique est plus politique qu'autre chose. Et la Chine a mis en fait sur la table plus d'orientation économique et sociale que la France-Afrique. Donc, il y a même le président du Nigeria, que j'ai lu, lors de sa déclaration, lors de l'ouverture du sommet, qui disait que c'était pas une société à somme nulle. Ça veut dire que tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Ça veut dire que quelque part, il faudrait que l'Union africaine y aille de manière unie pour faire de sorte que ses intérêts soient préservés. Parce que la Chine, quoi qu'on dise, met sur la table en fait une coopération économique, mais en retour, il faut se poser la question, c'est pour récolter quoi? Bien sûr. Parce que la Chine a le boulet de Taïwan. Et il voudrait aussi, sur le plan géopolitique mondial, un soutien qui n'est pas négligeable des pays africains. Aux Nations Unies. Colonel, ce voyage du président en Chine, en tant que co-président du forum de coopération sur la coopération sino-africaine, qui était prévu à Belgique la semaine dernière, quelle lecture géostratégique et politique peut-on faire? En fait, je reviens toujours au contexte. Oui. Le contexte, c'est que nous sommes passés d'un système unipolaire qui date de 91 à une transition vers un autre système dont les contours continuent d'être définis, mais sans être encore définitifs. Et dans cette transition, il y a une puissance de statu quo et ses alliés, on va dire l'Occident collectif. Oui. L'États-Unis. En fait, c'est l'Occident collectif. Non, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident collectif par rapport au Sud global. Oui. Qui a dominé dans un système qu'il contrôlait quasiment. Et donc, personne n'avait d'alternative. C'était ou vous acceptez ou vous acceptez. Et parfois même, il y avait des sanctions derrière. Les différentes politiques stratégiques, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit autre, ont fini de faire peur à beaucoup de pays. Et je crois que l'erreur de trop, ça a été quand on a dit la Russie éjectée du SWIFT, ses réserves saisies, etc. Beaucoup de pays se sont dit, ah, si ça arrive à la Russie, ça peut m'arriver. Et donc, vu qu'il y avait déjà un système alternatif qui se mettait en place, la nouvelle banque de développement, etc. Voilà. Et donc, dans ce monde polarisé, nos pays ont intérêt, à mon avis, d'abord à être unis pour peser. Et l'exemple le plus simple, c'est de dire, mais attendez, si un pays ou un groupe décide de sanctionner un pays africain, en sachant que les Africains ont signé entre eux un papier où automatiquement eux-mêmes vous sanctionnent, je pense qu'il y a là-bas une arme dissuasive. Ça, c'est un. Mais une fois qu'on a cette arme dissuasive, on n'est pas pour autant obligé de s'aligner. Ces conflits ne sont pas nos conflits. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents non plus. Au début de la Chine, au début quand la Russie a commencé sa remontée, au même titre que quand la Chine s'est levée, le concept de multivectorialité était là. Nous avons besoin d'assurer notre sécurité, de nous industrialiser, parce que la non-industrialisation a été l'impasse où on nous a enfermés. Oui. Nous avons des choses qui intéressent les autres, notamment les minéraux stratégiques, etc., des voies de passage. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Imaginez que
détroit de Gibraltar soit bloqué au même titre que l'autre est bloqué. Comment ça s'appelle? Le canal de Suez. Vous faites quoi? Le golfe de Guinée, quand vous regardez les routes maritimes, vous y voyez une route qui va vers le sud, qui contourne le Cap et qui va en Asie. Vous y voyez une route qui va en Amérique latine. Vous y voyez une route qui va aux États-Unis. Vous avez la route aussi qui va en Europe. Nous avons là-bas une voie extrêmement importante. Oui, avec la Chine et le Sénégal. Depuis 10 ans, il y a ce qu'on appelle le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Chine. C'est quoi, on parle de statut spécial? Mais j'y arrive. C'est-à-dire, pour faire simple, Oui. nous avons des besoins. Et si vous avez remarqué, dès qu'on a dit Belt and Road Initiative, on a entendu Build Back Better, on a entendu d'autres choses. Il nous appartient, à mon avis, de nous entendre et de dire voilà nos besoins, voilà nos priorités. Celui qui veut coopérer avec nous, et là on revient à Deng Xiaoping, le chat là, qu'il soit noir, blanc ou autre là, tant qu'il attrape les souris, il est bon. Mais le Sénégal, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Dans ce statut spécial qu'il a avec la Chine stratégique, qu'est-ce qu'il gagne? Quelles sont les implications? Non, mais quand on est avec la Chine, on ouvre un nouveau champ d'investissement, on ouvre quelque chose qui me semblait venir et qui est arrivé. Vous vous souvenez quand la Chine a acheté les droits pour construire, pour pouvoir construire la 4e génération de trains à grande vitesse, mais en achetant la 5e génération. À l'époque, j'avais dit, avant qu'on arrive à la 7e ou à la 8e, là, c'est la Chine qui sera en tête. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en tout cas, moi, je regarde juste la Chine. Je ne suis pas aligné, non. Je regarde la Chine. Et je vois ce qu'ils ont réalisé. Mais si vous avez besoin de faire un pont, une route ou autre, et que vous laissez les Européens, les Américains, les Russes ou les Chinois concourir, mais vous regardez celui qui vous arrange. Parce que tous ces États-là peuvent vous aimer, mais quand vous regardez leur politique, ils vous disent nous servons notre intérêt national. Mais nous aussi, faisons-en de même. Quels sont les intérêts du Sénégal de s'allier avec la Chine? Oui, qu'est-ce que le Sénégal il gagne? Voilà, le Sénégal, il gagne beaucoup. Quoi, par exemple? Il gagne beaucoup, mais permettez-moi un peu de camper aussi, en fait, à la matière, le débat un peu. Donc, je suis d'accord avec Colonel quand il parle quand il y avait, avant, il y avait la bipolarisation Ouest-Est et que les pays du Sud ont pris position à travers les instruments des non-alignés. Oui, mais maintenant, je veux savoir de façon pragmatique. Voilà. Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans cette coopération? Juste deux secondes du non-alignant qui courait qu'est-ce qu'on y gagne? depuis 1922 et après en oui, mais monsieur Gueye, 55. qu'est-ce que le Sénégal gagne dans cette coopération? Voilà, vous me permettez de terminer en 55 par la conférence de Bandung. Ça veut dire que quelque part, c'est aussi important de dire que nous, on a notre position, on n'est ni aligné sur les uns ni sur les autres, comme il l'a exactement bien dit. Qu'est-ce qu'on y gagne? Ce qu'on y gagne, c'est sur le plan du développement industriel dont on a parlé. Vous voyez, je ne sais pas ce qui se fait dans les autres pays, mais au Sénégal, je vois la présence de la Chine par Henan Chine. Dans tous les ponts qui sont construits à Dakar et dans le reste du Sénégal, il y en a pratiquement une centaine qui découlent de la coopération chinoise. Le stade Léopold Senghor est là un exemple patent de la coopération chino-sénégalaise. En contrepartie, qu'est-ce que gagne la Chine? D'autre part, je continue sur ce qu'on gagne, donc de manière globale avec l'Union africaine, c'est-à-dire que mise en conformité avec l'agenda 2030 et 2063, les ODD 5 et 13 qui parlent de l'autonomisation des filles et des femmes et de la lutte pour l'égalité des sexes, ça veut dire que quelque part, nos politiques publiques reçoivent des ressources importantes de la Chine pour permettre de régler
certains problèmes sociaux. En contrepartie, qu'est-ce que gagne la Chine dans tout ça? Mais justement, que cherche la Chine? Tout à Au l'heure, Sénégal. on en parlait. Oui, mais attends, toute l'Afrique est à la fois un marché, mais aussi un lieu où se trouvent des matières premières stratégiques. Pour la la Chine Chine. en a besoin. Elle en trouve une partie en Russie et autres, certes. Mais elle a besoin de ce qu'il y a ici, plus maintenant le poids diplomatique. L'Afrique, c'est quand même 54 États. En fait, la Chine chercherait à avoir le soutien de l'Afrique aux Nations Unies sur certaines questions. Mais c'est normal, nous parlons de transition d'un système à un autre. L'erreur serait d'accorder notre soutien sans nous-mêmes savoir ce que nous voulons dans le système suivant et en tenir compte dans les négociations. Parce que le jour où on arrive à un consensus entre les plus grandes puissances, c'est fini. Oui, mais beaucoup d'analystes et d'économistes se plaignent du fait qu'il n'y a pas un transfert de technologie de la Chine en Afrique. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs ouvriers, ils travaillent avec leurs entreprises, il n'y a pas de joint venture, il y a rien, ils gagnent l'argent, ils rapatrient l'argent chez eux. Mais je suis d'accord, mais là, c'est justement là où nos besoins nous doivent être définis. J'ai parlé tout à l'heure d'industrialisation. Organski, en 1959, déjà disait, si vous voulez dominer, détourner l'autre et l'éloigner de l'industrialisation. Et s'il persiste, utilisez la force. Parce que l'industrialisation est un multiplicateur de puissance et donc de développement. Et ce manque de transfert de technologie, de faire apprendre aux Africains de maîtriser la machine, l'outil. Mais c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, le fait de vouloir l'industrialisation, ça va avec des financements, certes, mais ça va avec un transfert de technologie. Mais la Chine a profité d'un transfert de technologie. C'est que les Occidentaux se sont rendus compte plus tard qu'ils ont fait une erreur parce que tout en transférant, ils ont délocalisé énormément de choses et se sont désindustrialisés. Ils se sont intéressés à deux choses. Finance, donc une financiarisation très poussée, et les services. Et quand il y a eu la crise de Covid, mais on s'est rendu compte que les gens avaient perdu une grande capacité. Regardez la guerre en Ukraine. Les gens déplorent toujours la capacité que le second bloc a de fabriquer les armes dont il a besoin, ce bloc-là. Ce sont les effets d'une désindustrialisation qui a commencé dans les années 90 avec Clinton, et nous, qui nous a amené les programmes d'ajustement structurel et tout ça, en fait un programme qui avait pour vocation une mondialisation où les États devaient presque être ramenés à leur minimum. Et je me souviens de Joël Migdal, à l'époque on travaillait sur ça, il disait « Bring the state back ». L'État, c'est la durée. L'État, ce n'est pas les individus. Et quand on l'a oublié en 2008 lors de la crise, ce sont ces mêmes privés qui se retournaient pour dire « État, venez ». C'est pour ça que les gens parlent de socialisation des pertes, mais privatisation des bénéfices. Absolument. Mais je veux juste terminer sur ça. C'est pour ça qu'il nous faut quand même nous méfier des concepts qu'on nous balance. Un concept, on peut l'habiller comme on veut. Quand je vous dis partenariat public-privé, c'est très beau, mais si vous ne regardez pas ce que ça contient, par exemple, vous nous ramenez à cette privatisation justement des bénéfices et à machin. Donc, il faut savoir raison garder. Mais sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que les entreprises chinois qui travaillent en Afrique, c'est les ouvriers chinois qui travaillent dans les chantiers, et il n'y a pas de transfert de technologie. Et la Chine, l'argent qu'elle gagne, elle rapatrie ça en Chine. Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans ces partenariats de façon concrète? Mais Alassane, vous ne pouvez pas empêcher à un investisseur étranger de rapatrier ses bénéfices. Mais vous pouvez imposer, tout ce que vous voulez. à Dubaï, vous ne pouvez pas investir à Dubaï sans avoir un Dubaï avec vous. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est vraiment des pistes sur lesquelles, en fait, l'État du Sénégal doit vraiment insister, faire de sorte que le privé national soit mis en avant. Ça, c'est si on veut se développer, si on veut faire de sorte que les transferts de technologie se fassent, c'est cela. Et sur le voyage du président de la République, moi, je ne sais pas quels sont en fait les membres de cette délégation, mais moi, j'aurais voulu voir
plus de personnes du secteur privé que Il y en a eu. Il y en a, mais On a vu Serigne Mboup, qui est quand même un secteur privé. Il y a les Goudiaby Atepa et les autres qu'on a aperçus. Non, Goudiaby et Serigne Mboup, citez-moi un autre. Je n'en vois pas d'autres. Et la délégation est très importante. Je veux dire que quelque part, ce sont en fait ces personnes-là qui sont dans les capacités de négocier avec leurs homologues et de monter des joint ventures. Donc, moi je dis, ce que cette conférence Afrique-Chine, c'est parce que les perspectives de croissance sont en Afrique. Les gens sont obligés. Nous, on est incontournable dans cette globalisation. L'Afrique est incontournable dans la mesure où les perspectives de croissance sont épuisées partout ailleurs et sont chez nous. Mais est-ce que l'Afrique est consciente qu'elle est incontournable? Est-ce que les dirigeants africains font ce qu'ils doivent faire? Attendez, ma question est, est-ce que les dirigeants africains savent gérer, défendre les intérêts de l'Afrique au lieu d'être d'éternels suiveurs, d'éternels consommateurs? Est-ce que les dirigeants africains sont conscients que l'Afrique est incontournable et poser le débat pour défendre les intérêts de l'Afrique? Absolument, c'est ce que je demande, moi. Voilà, pour moi, c'est ce que l'attitude que l'Union africaine et le pays africain doivent avoir. Mais vous vous souvenez de la fameuse phrase de l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Giscard, Alain Peyrefitte, quand la Chine s'éveillera. Parce qu'il voyait en perspective que la Chine est en train de poser les bases de faire de sorte qu'il soit l'atelier du monde. Et le colonel en parlait, qu'il y a eu des délocalisations du fait de la globalisation. Les Occidentaux ont délocalisé pour en fait des problèmes de coût de main-d'œuvre. Oui, de coût de main-d'œuvre bas. Donc, dans ces pays-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont transféré malencontreusement leur technologie. Et je termine sur cela pour dire que le colonel en parlait tout de suite. Les concepts et tout ça. Mais actuellement, on constate quoi? Que l'économie classique a échoué. Moi, c'est le constat que je fais en tant qu'économiste. L'économie classique a échoué. On nous parle de croissance. Mais la croissance, c'est quoi? La croissance ne prend pas en charge, en fait, le travail du tailleur. Et beaucoup de ressources, de recettes qui se passent dans nos pays, qui sont à 80% informels, ne sont pas pris en compte par cette grandeur-là. Et le social est insuffisamment pris en compte par les paradigmes économiques que l'on connaît. Si on regarde bien, on sent qu'avec le nouveau régime, la nouvelle administration sénégalaise, il y a de plus en plus un goût prononcé vers les pays du Sud. Par exemple, la Chine, la Russie, entre autres, qui ne sont pas dans le bloc occidental dont vous parlez. Est-ce qu'il faut détecter une nouvelle stratégie plus prononcée, même si le Sénégal a toujours eu des relations avec la Chine, avec la Russie? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin par rapport à ce qui se passe en Occident? Vous savez, je commençais d'abord par dire que oui, je suis d'accord avec lui, les concepts de PNB, PIB, etc. Très souvent, croissance, en fait, c'est des termes, peut-être qu'un jour, nos chercheurs... Oui, ma question, parce que le temps... peut-être qu'un jour, nos chercheurs... On va en parler après. Se pencheront sur ces questions-là. Mais est-ce que le Sénégal aujourd'hui a joué un axe beaucoup plus prononcé vers la Chine, vers la Russie? Je pense que nous marquons une ouverture beaucoup plus grande. Et on regarde ce que cette ouverture peut nous apporter. Mais je n'ai pas l'impression, quand je suis les comptes rendus, j'entends dire oui, en Afrique de l'Est, telle voie ferrée, tel ceci, tel cela. Est-ce que quelqu'un a posé, par exemple, la voie ferrée qui permettrait d'aller de Dakar au Niger, voire au Tchad? Est-ce qu'on a posé? Parce que le chemin de fer, le prix au kilomètre dans un pays en développement, avec les progrès qui ont été réalisés, c'est super important. Oui, et la Chine aujourd'hui, le Sénégal aujourd'hui, vis-à-vis de la Chine et de la Russie, est-ce qu'on est en train d'un axe beaucoup plus profond qu'avant? Oui. Parce qu'on annonce aussi l'arrivée d'Emmanuel Macron au Sénégal au mois de décembre. Oui, mais justement, tout ça, c'est la multivectorialité. Bon, on ne vous annoncera pas la venue peut-être des Américains parce qu'ils sont en préparation d'élection, mais il n'y a pas longtemps, une sous-secrétaire était là, etc. Donc,
nous devons être ouverts à tous les vents pour une coopération gagnant-gagnant avec tout le monde. Vous parliez tout à l'heure, c'est la puissance qui permet de négocier les termes de l'entente. Si vous allez en Arabie Saoudite, si vous allez en Algérie, si vous allez dans beaucoup de pays, leur pétrole, vous ne pouvez pas avoir plus de 49%. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la majorité. Donc les décisions stratégiques, s'ils mettent leur veto, ça ne passe pas. Justement, le Sénégal est devenu Chez nous, pétrolier, oui. a commencé à produire. Oui, mais nous l'intérêt que la Chine a de plus en plus pour le Sénégal, oui, mais nous la Russie et la France qui semble être menacée entre guillemets par rapport aux nouveaux qui sont arrivés, et l'arrivée d'Emmanuel Macron, on va rebattre les cartes diplomatiques. En tout cas, je sais que toute l'Europe, ayant coupé avec le gaz russe, court derrière un gaz qu'ils achètent aux États-Unis sous forme de gaz liquéfié, 5 fois plus cher au moins. Le Sénégal a du gaz. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui constituent des opportunités pour nous. Mais comment est-ce qu'on va aller négocier si vous allez individuellement vers certaines multinationales, ils vous dépassent en budget. Vous les rencontrez, ils ont des spécialistes. Vous savez, moi j'aime bien à l'ONU, quand vous arrivez à l'ONU, on vous montre les représentants des différents États, on vous montre un immeuble. On vous dit là, c'est la mission américaine. Ils prennent ce qui se passe à l'ONU au sérieux, ils mettent le plus de PhD au kilomètre carré et ils gèrent leurs intérêts. Ce que nous ne faisons pas. Nous devons regarder ce que les autres font. Nos intérêts. Comment faire pour gérer nos intérêts? Mais il faut les définir et c'est là où les différentes régions, les communautés économiques régionales ayant des logiques et des contextes spécifiques, une rencontre au niveau de l'Union africaine qui doit être un forum là où les gens se retrouvent pour parler des grands problèmes stratégiques, où certaines décisions sont prises et où après les gens vont appliquer à leur niveau, ou alors la région. C'est ça nos unités. Ouais, le temps que nous avons peut-être terminé, on aurait pu continuer ces débats-là en profondeur. Oui, le temps nous a terminé. Merci à Babacar Diouf, colonel à retraite, géopoliticien et géostratégique. Merci à Ibrahim Gueye, ancien cadre administratif et financier à la Sonatel, conseiller technique du ministère de la Femme entre 2017 et 2022, consultant en gestion et finance. À la technique, Amadissi, Miko Alassane Samba Diop, excellent dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.